La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi en faveur du développement de l'agrivoltaïsme, présentée par messieurs Jean-Pierre Decool, Pierre-Jean Verzelaine, Pierre Médevielle, Daniel Chassaing, madame Vanina Paolo-Gagin et plusieurs de leurs collègues, à la demande du groupe Les Indépendants, République et Territoires. La parole est à la présidente Sophie Primas. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 62 amendements sont en discussion sur la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, dont 60 ont été déposés sur l'article unique de ce texte. De ce fait, compte tenu des alinéas visés, il existe à l'heure actuelle une longue discussion commune de 31 amendements qui est de nature à compromettre la lisibilité des débats. Et donc, afin de faciliter le bon déroulement de l'examen de cette proposition de loi, j'ai proposé hier en commission qu'une demande d'examen séparée d'un amendement soit formulée en séance afin de scinder cette discussion commune. La commission a voté en faveur de cette demande sans opposition. Donc, en application de l'article 46 bis alinéa 2 du règlement du Sénat, la commission des affaires économiques demande donc l'examen séparé à l'article unique de l'amendement numéro 25 rectifié terre de notre collègue Moga. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Donc je suis saisi d'une demande de la commission d'examen séparé de l'amendement 25 à l'article unique. Il n'y a pas d'opposition. Monsieur le Président Longeau. Je le découvre, ce qui est normal d'ailleurs, mais je voudrais savoir pourquoi c'est séparé et pourquoi effectivement on le sépare. Je pense que c'est pour ne pas l'examiner. Je suppose qu'il ne sera pas examiné. Donc je trouve quand même assez étonnant que cet amendement ne soit pas examiné. Et j'aimerais bien avoir une explication quand même sur le sujet, parce qu'on le découvre effectivement en début de séance, mais c'est un peu, excusez-moi de mon étonnement, mais je suis surpris. Mes chers collègues, Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, ne soyez pas étonnés puisque j'ai donné l'explication juste au début. En fait, il y a un seul article et il y a 31 amendements en discussion commune. Pour casser la discussion commune de ces 31 amendements, pour la rendre plus lisible et plus écoutable et plus fluide, on propose cette technique qui est de réserver l'amendement de M. Moga et de le mettre au milieu. Il sera évidemment présenté. Ça a été fait avec l'accord de Jean-Pierre Moga. Il sera présenté et il permet simplement qu'on puisse casser la discussion commune des 31 amendements en deux parties pour qu'on puisse avoir les avis du rapporteur, les avis du ministre et à faire une discussion plus fluide. Il n'y a donc pas de censure du tout, mais juste une volonté de fluidification du texte. Merci pour cette précision, Madame la Présidente. Monsieur Moga. Oui, très rapidement, je voudrais confirmer que ce que vient de dire la Présidente est parfaitement exact et qu'avant de sortir mon amendement et de le mettre à part, elle m'en a informé, elle m'a demandé mon avis. J'ai émis un avis favorable. Chers collègues, donc il n'y a pas d'opposition. Je n'en vois pas, il en est ainsi décidé. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Pierre Decool, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, si nous ne parvenons pas à concilier les besoins de croissance de l'humanité et la souffrance d'une planète à bout de souffle, nous courons à la catastrophe. C'est ainsi qu'à la fin de son second mandat présidentiel, Jacques Chirac nous parlait de la révolution écologique. Il nous reste toujours à l'accomplir. C'est la vision saine d'une écologie libérale où les réflexions concilient la lutte contre le dérèglement climatique et les besoins des citoyens. Le but de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est bien d'ajouter un outil contre la catastrophe climatique, et ceci de manière pragmatique. Tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues co-auteurs et co-signataires de cette proposition. Nous avons eu des échanges fondamentaux durant la construction de ce texte. Ensuite et surtout, je remercie la Commission des affaires économiques pour son travail important pour le texte et tout particulièrement notre rapporteur. Franck Menonville a effectué un travail remarquable en tant qu'agriculteur
Il est imprégné des problématiques des territoires et connaît parfaitement celle du monde agricole. C'est un atout pour ce texte. Avant de vous parler de la proposition, j'aimerais revenir sur un point dont l'importance a rythmé depuis le début de ma carrière mon engagement. Je veux parler de l'initiative parlementaire. Députés ou sénateurs, nous connaissons les besoins de nos territoires et des concitoyens. Nous avons la chance formidable d'être au contact des élus, des entreprises, des associations et de toutes autres entités faisant vivre nos territoires. Les propositions de loi sont incontournables pour faire évoluer notre système dans un sens bénéfique pour la nation. Notre proposition poursuit bel et bien cet objectif. Elle est le fruit de nombreux échanges avec le terrain ainsi qu'avec des acteurs du secteur, agriculteurs, développeurs et élus. Je sais que fleurissent sur beaucoup de départements des projets d'agrivoltaïsme. Il fallait donner un cadre à ce phénomène. Il faut faire de l'agrivoltaïsme une chance pour notre pays. La France est confrontée à 3 problématiques majeures. Notre dépendance énergétique n'a jamais été aussi bien illustrée que par la période actuelle. La guerre en Ukraine nous rappelle simplement ce que nous savions déjà: pour être souverains, nous devons être indépendants. Notre agriculture est aussi en crise à de multiples niveaux. Notre souveraineté alimentaire est gage de notre indépendance. Nos agriculteurs souffrent. L'agrivoltaïsme pourrait apporter un revenu complémentaire permettant de sauver les exploitations et d'améliorer les conditions de vie et de travail. La France est également aux prises avec la lutte contre l'artificialisation des sols. C'est un secret pour personne. Nous consommons des dizaines de milliers d'hectares par an. C'est vertigineux. Ces 3 problématiques sont intrinsèquement liées au dérèglement climatique. Nous devons faire évoluer notre bouquet énergétique en privilégiant le recours aux énergies bas carbone. Notre agriculture va devoir s'adapter aux aléas climatiques. Nous devons réduire l'artificialisation, celle-ci participant grandement à l'accélération du dérèglement. L'agrivoltaïsme est une solution intéressante en ce qu'elle n'artificialise pas les sols. Elle participe à la production d'énergie renouvelable et apporte un revenu complémentaire à nos agriculteurs. Ce n'est pas le seul atout pour l'agriculture. Cette activité a un effet positif de préservation de nos cultures, mais aussi des élevages protégés par des panneaux suffisamment bien implantés pour que l'action agricole se poursuive. Je souhaite partager avec vous un exemple marquant. La Californie va installer des panneaux solaires sur des canaux d'irrigation afin de limiter l'évaporation de l'eau. L'objectif est impressionnant: 286 milliards de litres sauvés chaque année. La raréfaction de l'eau n'en finit plus de nous préoccuper. L'agriculture est un des plus gros consommateurs d'eau. Imaginons les effets positifs de l'agrivoltaïsme. Il nous fallait une définition claire et un cadre précis. Cette proposition de loi s'en charge de manière équilibrée et efficace. Son vote à l'unanimité en commission en est la preuve. Le discours de Saint-Nazaire du Président de la République ainsi que celui de la Première ministre dans cet hémicycle la semaine dernière sont autant de témoignages de l'opportunité de cet examen. Face à autant de convergences sur l'agrivoltaïsme, mon seul espoir, et je souhaite le partager, est que celui du groupe Les Indépendants, quant au sort de cette proposition de loi, c'est simplement qu'elle se transforme rapidement en loi. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à Franck Menonville, rapporteur de la Commission des affaires économiques, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est utile et nécessaire. En effet, elle entend donner une définition et un cadre stratégique, légal et budgétaire à l'agrivoltaïsme, au moment même où se développe cette filière et où les acteurs sont en attente de clarification. Ce texte se compose, après son passage en commission, d'une dizaine de dispositions visant à encourager les projets alliant véritablement production agricole principale et production électrique secondaire, tout en prévenant le risque de conflit d'usage et d'essor incontrôlé de projets alibis.
Pour ce faire, la proposition de loi telle qu'adoptée à l'unanimité de notre commission emporte les évolutions suivantes. Elle ajoute un objectif de développement des installations agrivoltaïques en gardant la priorité à la production alimentaire et en veillant à l'absence d'effets négatifs sur le foncier et sur les prix agricoles. Elle définit les installations agrivoltaïques comme des installations solaires permettant de maintenir ou de développer l'activité agricole. Ces installations doivent être garanties d'une production agricole principale et d'un revenu durable en étant issues. Elles doivent en outre poursuivre directement un service sans porter atteinte aux autres parmi les services suivants: l'amélioration du potentiel agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas, l'amélioration du bien-être animal. La PPL applique aux installations agrivoltaïques une obligation d'achat et une procédure de mise en concurrence spécifique. Elle permet aux parcelles agricoles présentant de telles installations de bénéficier des aides de la politique agricole commune. Enfin, elle clarifie la procédure d'autorisation d'urbanisme prévue donc pour les installations agrivoltaïques en prévoyant de surcroît un avis systématique de la CDPENAF. Un autre garde-fou étant de la constitution de garanties financières pour assurer le démantèlement et la remise en état des sites, assurant ainsi la réversibilité des sites. Notre commission a veillé à enrichir ce texte en le complémentant par une dizaine d'amendements pour préserver les intérêts agricoles et les compétences locales. Ainsi, la définition a été clarifiée pour tenir compte des travaux consensuels de l'ADEME. L'obligation d'achat et la procédure de mise en concurrence, quant à elle, a été mieux articulée avec le droit européen. J'ai également proposé, dans un souci de territorialisation, que l'agrivoltaïsme soit inscrit dans la planification nationale et locale, que les acteurs agricoles soient consultés sur son application réglementaire et que les maires et les présidents d'intercommunalités soient informés au préalable de l'ensemble des projets. Ces enrichissements qui nous permettent aujourd'hui de disposer d'un texte équilibré et cohérent n'ont été possibles que grâce au travail effectué en bonne intelligence avec notre collègue Jean-Pierre Decool, auteur de cette proposition de loi que je félicite vivement. Je tiens également à saluer le travail de mise à l'agenda de l'agrivoltaïsme effectué par le président Jean-François Langeot et notre collègue Jean-Pierre Moga, auteur d'une proposition de résolution sur ce sujet, adoptée ici même le 4 février dernier. Le texte que je vous présente a su se nourrir de ces apports. Il a su également se nourrir des apports issus de la large concertation que j'ai conduite en auditionnant une cinquantaine de personnes, agriculteurs, énergéticiens, élus locaux, services de l'État. Nous avons également entendu l'ADEME et l'AFNOR dans les travaux de définition et de certification font autorité. Ainsi consolidée, cette proposition de loi constitue à mon sens un jalon essentiel du développement de l'agrivoltaïsme en France. Cette filière peut être porteuse d'externalités positives pour nos agriculteurs, en leur offrant un complément de revenus et une protection contre certains aléas, notamment climatiques. L'ADEME compte actuellement 167 projets pour 1,3 gigawatts. Le potentiel pourrait être plus élevé dans la mesure où EDF évalue les projets solaires en attente à 6 gigawatts et France Agrivoltaïsme un potentiel maximum à horizon 2050 entre 60 et 80 gigawatts. Dès lors, on comprend bien l'enjeu de légiférer aujourd'hui, d'autant que les installations agrivoltaïques ne sont pas décantées dans l'artificialisation des sols depuis une disposition adoptée par notre commission dans la loi Climat Résilience en 2021. Ce texte donc entend encadrer pour garantir que l'activité agricole demeure l'activité principale de la parcelle et donc ainsi prévenir les dérives que nous commençons parfois à observer sur nos territoires. Mais il entend aussi simplifier et encourager le développement pour les projets porteurs d'une réelle plus-value, et ils sont nombreux. Enfin, il vise assurément à répondre au double objectif de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté énergétique.
Ce travail effectué au sein de notre commission s'inscrit ainsi dans la droite ligne des travaux antérieurs de simplification des normes en matière d'énergie renouvelable. Ainsi, depuis 2020, ce sont pas moins de 30 solutions de simplification qui ont été adoptées par notre commission, 10 portant sur l'hydroélectricité, 3 sur l'hydrogène, 2 sur l'éolien en mer et 7 sur le biogaz et 8 enfin sur l'agrovoltaïsme. Cette proposition de loi est l'occasion pour notre commission et le Sénat de poursuivre ce mouvement de simplification, mais aussi de territorialisation, pour développer les énergies renouvelables au plus proche des territoires. Alors que le président de la République a annoncé son souhait de promouvoir l'agrivoltaïsme dans son discours de Saint-Nazaire le 22 septembre dernier, le projet de loi relatif à l'accélération de la production des énergies renouvelables présenté en Conseil des ministres le 26 septembre suivant est muet sur ce point. Je souhaite que le Sénat comble cet angle mort. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter largement cette proposition de loi. Nous avons ici une opportunité unique de légiférer en amont sur un domaine d'avenir, répondant à la fois aux besoins de soutien et de régulation. J'invite également le gouvernement, s'il souhaite véritablement co-construire les projets de loi avec le Parlement, à accueillir les travaux de notre Chambre sur ce sujet pour enrichir ce texte. Les amendements donc seront bien entendu déposés, des amendements sont bien évidemment déposés en ce sens, en temps voulu. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Il nous faut aujourd'hui trouver des solutions pour concilier souveraineté alimentaire et indépendance énergétique. Tel est au fond tout l'enjeu du débat que nous allons avoir cet après-midi sur cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du Sénat à l'initiative du groupe Les Indépendants, République et Territoires, que je remercie de leur initiative. La guerre en Ukraine, qui impacte à la fois les marchés agricoles et de l'énergie, a illustré l'importance de traiter ces deux enjeux conjointement. La transition énergétique doit permettre de limiter la trajectoire de réchauffement et de gagner en indépendance énergétique comme en résilience, tant pour nos concitoyens que pour les agriculteurs. Les agriculteurs sont en effet les premiers à subir les effets croissants du dérèglement climatique dans nos territoires, mais ils sont aussi les acteurs à part entière de l'adaptation à ce changement. Les experts du GIEC nous disent que nous pouvons encore inverser la tendance. Il faut pour cela reprendre en main notre destin énergétique, ce qui implique de substituer les 65% de notre consommation d'énergie finale venant encore aujourd'hui du bout du monde sous forme d'énergie fossile par une production nationale ou européenne et décarbonée et dans la mesure du possible à des coûts abordables. En faisant cela, nous contribuerons à maintenir l'objectif du réchauffement en deçà de 2 degrés. Pour y arriver, nous disposons de plusieurs solutions dont l'une d'elles concerne particulièrement le monde agricole. Je parle bien entendu de l'agrivoltaïsme. Et je voudrais saluer le travail du Sénat qui est de longue date engagé sur ce sujet à la recherche des mêmes équilibres. Je pense naturellement à la proposition de résolution que le président Jean-François Longeot et Jean-Pierre Moga ont portée et qui a fait l'objet d'un large consensus sur ces bancs. Je pense évidemment à cette proposition de loi portée par Jean-Pierre Decool, que je salue, que nous discutons aujourd'hui et qui entre en résonance avec le travail enclenché par le gouvernement et par ma collègue Agnès Pannier-Runacher sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable et prépare utilement les débats que nous aurons sur ce texte. Je voudrais également, comme ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, saluer cette initiative, car l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire de l'énergie photovoltaïque en synergie avec nos activités agricoles, constitue une solution à mes yeux vertueuse. Aucune des transitions à l'œuvre et nécessaire ne pourra se faire sans notre agriculture. Et nous ne le disons pas suffisamment, nos agriculteurs détiennent une partie de la réponse dans la lutte contre le réchauffement climatique et portent au quotidien dans tous nos territoires des projets qui y contribuent par la production d'énergie renouvelable qui se substituent aux énergies fossiles. Je pense aux biocarburants ou à la méthanisation. Les technologies agrivoltaïques peuvent permettre dans le même temps d'apporter des services aux agriculteurs en protégeant davantage les cultures contre les aléas météorologiques, en régulant leur exposition au soleil ou en les protégeant contre un excès de précipitations ou des épisodes de grêle, avec un objectif finalement simple, accélérer l'adaptation de notre modèle agricole
au changement climatique avec des pratiques plus résilientes et plus durables. C'est pourquoi le gouvernement soutient déjà l'agrivoltaïsme. Une définition qui, je le crois, fait globalement consensus a été formalisée d'ores et déjà par l'ADEME après plusieurs mois de travaux et d'expertise. Et chaque année, nous lançons des appels d'offres innovation permettant de soutenir de manière ciblée, cette fois, les technologies innovantes. De plus, en 2022, le gouvernement a décidé d'étendre ce soutien en permettant aux projets d'agrivoltaïsme de candidater aux appels d'offres photovoltaïques sur bâtiments. Cela a d'ores et déjà permis à de premiers projets d'émerger dans les territoires, dans la concertation, avec tous les acteurs impliqués. Cependant, et c'est la raison pour laquelle je considère cette proposition de loi comme particulièrement importante, il est nécessaire d'aller plus loin pour accélérer et garantir le développement cohérent et maîtrisé de ces projets agrivoltaïques dans nos territoires. Or, il n'existe toujours pas de définition réglementaire de l'agrivoltaïsme. C'est aujourd'hui une nécessité. Le président de la République a d'ailleurs pris, comme ça a été rappelé par votre rapporteur, des engagements devant le monde agricole à ce sujet pour plus de clarté, plus de visibilité, mais aussi plus de sécurité, évitant tout projet alibi qui s'éloignerait de l'équilibre recherché par tous. Ce cadre législatif à l'agrivoltaïsme doit permettre d'asseoir ensuite une approche territorialisée dans chaque département avec les acteurs locaux, les élus locaux, les maires en particulier, les agriculteurs, les chambres d'agriculture. Il peut s'agir d'une évidence, mais l'agrivoltaïsme que nous promouvons va de pair avec la préservation des terres agricoles productives, essentielles à notre souveraineté alimentaire. Et je sais que le Sénat est particulièrement attentif à ces enjeux. Ce juste équilibre me semble aujourd'hui en passe d'être trouvé grâce à votre proposition de loi, avec une définition claire, un cap clair, et en même temps des conditions et un encadrement qui le sont tout autant. Non-artificialisation des sols, conservation des fonctions écologiques et du pouvoir agronomique du sol, maintien d'une activité agricole significative, réversibilité totale des projets, capacité du préfet de contraindre à la constitution de garanties financières, avis systématique de la CDPENAF et évidemment service ajouté réel apporté à l'agriculteur. Ce cadre ainsi posé constitue un véritable progrès par rapport à la situation actuelle. Le gouvernement considère que la définition proposée dans ce texte va véritablement dans la bonne direction, notamment par un encadrement clair des projets pour éviter tous les détournements. Un agriculteur doit rester agriculteur et l'agrivoltaïsme doit rester de l'agrivoltaïsme. Ces règles strictes permettront de lutter contre les projets alibis et contre les abus, tout en améliorant la sécurité juridique pour toutes les parties prenantes et ainsi d'accompagner le développement concerté de l'agrivoltaïsme. Il s'agit de l'équilibre que nous portons avec Agnès Pannier-Runacher, avec toutes les parties prenantes. Et je voudrais saluer particulièrement les travaux du rapporteur Franck Menonville. Et de la même manière, je partage l'esprit des travaux que vous avez menés avec la Commission des affaires économiques, Madame la Présidente, avec cette volonté de parvenir à un point d'équilibre entre des règles qui permettront d'éviter les dérives, des mesures visant à favoriser de tels projets et une marge d'appréciation et une gouvernance locale qui pourra s'appuyer sur les commissions départementales de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, plus communément appelées CDPENAF. Le président de la République l'a rappelé, concertation et accélération ne sont pas incompatibles, bien au contraire à mes yeux. Le rôle de cette instance fera l'objet de débats à travers les amendements qui vont être discutés, mais je crois pouvoir dire que nous nous rejoignons collectivement pour imposer un avis de la Commission qui constitue à mon sens une instance locale de dialogue pertinente, notamment pour apprécier la synergie entre les deux activités agricoles et énergétiques, prendre en compte les spécificités des territoires et inscrire bien évidemment les projets dans la durée. Nous travaillons aujourd'hui pour les générations de demain et cela nous oblige tous. Nous devons aussi penser à la transmission. En aval, les conditions de retour à l'activité agricole des surfaces sur lesquelles des installations agrivoltaïques auront été implantées doivent être anticipées. C'est l'enjeu de la réversibilité que vous traitez, mesdames et messieurs les sénateurs, dans votre proposition. Elle pose des questions de pérennité des investissements, notamment au moment de la transmission des exploitations, de solvabilité des installateurs à terme et évidemment de responsabilité. Concernant enfin l'éligibilité des aides de la politique agricole commune, l'engagement du gouvernement est clair. À partir du moment où l'agrivoltaïsme aura été défini avec précision et justesse dans la loi, nous définirons l'éligibilité des projets aux aides de la PAC. Cela suppose toutefois, pour être en conformité avec le droit européen, d'avoir la définition la plus précise possible de l'agrivoltaïsme. C'est pourquoi il est important de s'en tenir précisément aux définitions issues d'ailleurs des travaux de l'ADEME. Le plan stratégique national de la France, approuvé, comme vous le savez,
le 31 août dernier par la Commission européenne précise à cet égard, je cite, « L'admissibilité des surfaces couvertes par des panneaux photovoltaïques sera précisée dans la réglementation nationale. » Le projet d'arrêté devant entériner cela est en cours d'élaboration et se fera parallèlement évidemment à vos travaux. Inscrire cela dans la loi n'est donc à notre sens ni nécessaire ni souhaitable, mais nous comptons évidemment vous associer dans les travaux réglementaires qu'il conviendra de mener. Voici tracées les grandes lignes de ce débat. Je forme le vœu qu'il permette, en lien étroit avec les organisations professionnelles agricoles, avec l'ensemble des acteurs du monde rural, je pense en particulier aux élus, de préparer un dispositif équilibré en vue des débats à venir sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Face aux défis combinés de la souveraineté alimentaire et énergétique, nous devons œuvrer à une réponse efficace, équilibrée et ambitieuse. Et cette proposition de loi fait œuvre utile en ce sens. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Patricia Schillinger pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 34 degrés à Orthès et 31 degrés à Biarritz ce mardi, 26 degrés à Nantes hier, c'est tout un grand tiers du sud-ouest qui connaît actuellement des températures dignes d'un plein été. La France connaît actuellement une chaleur record pour une seconde quinzaine d'octobre, une vague de chaleur de plus qui s'ajoute aux fréquentes périodes de canicule de cet été et qui devrait faire de cette année 2022 l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Le réchauffement s'accélère, donnant raison au GIEC qui nous alerte sur l'augmentation exponentielle des températures et qui nous suggère par ailleurs des alternatives pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi limiter les conséquences du changement climatique. Le développement du massif des énergies renouvelables fait partie des solutions qui s'avèrent impératives dans notre retard et conséquent. La France apparaît comme le mauvais élève de l'Europe avec seulement 19% de consommation de renouvelables, loin derrière l'objectif de 23% fixé par Bruxelles. Il faut donc accélérer le mouvement. C'est l'objet du projet de loi de simplification des énergies renouvelables que nous examinons dans 2 semaines. Le gouvernement est donc au travail, mais le Sénat n'est pas encore en reste. Cette proposition de loi en témoigne. Le photovoltaïque fait en effet partie de la réponse. Selon la programmation pluriannuelle de l'énergie, en 2028, ce sont 40 gigawatts de photovoltaïque qui doivent être installés. Aujourd'hui, le parc solaire atteint 10 gigawatts. Il faudrait donc installer, pour atteindre cet objectif, 3 à 4 gigawatts de panneaux solaires par an, contre 1 gigawatt aujourd'hui. Nous devons accélérer et trouver des opportunités pour installer du photovoltaïque. L'agri-photovoltaïsme fait partie des opportunités qu'il faut saisir et l'encourager. Cette combinaison du solaire et des activités agricoles représente un complément potentiel de revenus très important pour nos agriculteurs. Ceci étant dit, cet encouragement ne doit pas être synonyme d'aveuglement. L'essor de l'agrivoltaïsme est réel dans nos territoires. Mais des dérives ont été observées. Un article d'un quotidien national mentionne des panneaux solaires sur plusieurs hectares et sous lesquels ne pousse absolument rien. Des projets alibis qui nous alertent et qui attisent l'inquiétude de certains syndicats agricoles. Il s'agit de les rassurer, c'est le sens de ce texte qui souhaite encadrer cette pratique pour éviter tout effet d'aubaine. Le texte entend placer un certain nombre de bons garde-fous. La réversibilité des panneaux, la destination principalement agricole de l'activité menée sur la parcelle ou encore le caractère systématique de l'avis de la CDPENAF font partie de ce cadre visant à éviter toute spéculation énergétique. En d'autres termes, la proposition de loi entend réguler une activité nécessaire pour œuvrer à la décarbonisation de notre énergie et nullement d'encourager un dévoiement d'une filière qui doit rester équitable et responsable et acceptable par l'ensemble des parties prenantes. C'est le sens de cette proposition de loi équilibrée et raisonnée. Je vous remercie.
Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Christian Redon-Sarrazy pour le groupe socialiste, écologiste, républicain pour 6 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre Haute Assemblée se penche une nouvelle fois sur le développement de l'agrivoltaïsme, activité qui, en fournissant un revenu complémentaire aux exploitants agricoles, participe à la transition énergétique en incluant nos exploitations agricoles dans la production d'énergie renouvelable. En janvier dernier, lors de l'examen de la proposition de résolution sur l'agrivoltaïsme, nous avions dénoncé déjà un manque d'encadrement des risques liés au développement de cette activité. Notre raisonnement et nos constats sont les mêmes aujourd'hui, car la proposition de loi que nous examinons n'y répond pas suffisamment à notre sens et les inquiétudes demeurent, notamment dans le monde agricole. Il semblerait que le gouvernement envisage d'introduire par voie d'amendement une définition exacte de l'agrivoltaïsme dans le projet de loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable, ce qui donne à nos échanges donc toute leur valeur et leur nécessité aujourd'hui. Nécessité en effet, car s'il faut encourager le développement des énergies renouvelables et peut-être donc de l'agrivoltaïsme, il nous faut aussi préciser son cadre réglementaire qui demeure flou, voire inexistant à l'heure actuelle. L'émergence d'installations suscite déjà bien des inquiétudes, voire des oppositions, tant notre foncier agricole est déjà soumis à une pression constante. Avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles, les risques sont multiples. Déséquilibrer les dynamiques économiques agricoles locales, artificialiser davantage les sols, compromettre l'installation de jeunes agriculteurs en accaparant le foncier, sans garantie ni de réversibilité ni de transmission des parcelles, porter atteinte à la biodiversité et à l'esthétique des paysages, et enfin, risque pour notre souveraineté alimentaire par un glissement sournois à terme de ces surfaces vers la seule production d'énergie. La question du cadre réglementaire est donc fondamentale. À notre sens, elle s'articule selon 5 points sur lesquels nous avons tenté d'apporter des réponses par voie d'amendement. Le premier, c'est une question de définition et de réversibilité des installations agrivoltaïques. Pour être considérées comme telles et être pleinement bénéfiques à une exploitation agricole tout en remplissant nos objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050, ces installations doivent apporter au moins un service à l'exploitation: amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas ou amélioration du bien-être animal. Une autre condition est également d'être réversible. La priorité doit en effet être donnée à la production alimentaire. Aussi, les parcelles converties en agrivoltaïsme doivent pouvoir retourner à leur vocation d'origine si nécessaire. C'est un point de vigilance majeur et nous avons déposé un amendement visant à rendre automatique la constitution de garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état d'un site pour les projets dont la puissance installée est supérieure à 1 MW. Le deuxième point, c'est la question du contrôle des installations et de leur financement. Il est incontournable, c'est sans doute l'un des plus difficiles à résoudre puisqu'il touche à nos finances publiques. Une fois les installations autorisées et mises en service, qui en effet veillera au respect des critères que je viens d'énoncer, notamment l'apport des services ? Ou avec quels moyens humains et financiers? Dans un souci de préservation de l'activité agricole, il faut introduire des dispositions de suivi, de contrôle et des possibilités de démantèlement en cas de non-respect de la loi. L'absence des contrôles opérés par l'État donnera lieu à des dérives certaines et nous nous y opposons. Le troisième point, c'est le danger des projets photovoltaïques, notamment le risque pour les régions que je qualifierais de faible potentiel agronomique d'être la cible de chasseurs de territoire. Pour éviter cet écueil, nous estimons indispensable d'impliquer et d'obtenir l'accord de tous les acteurs participant au projet d'installation, à savoir l'exploitant agricole, le propriétaire du foncier agricole et le porteur du projet, dans le cadre d'une large concertation qui devra également associer les élus locaux. Nous avons formulé cette proposition par voie d'amendement afin que les communes soient toujours informées en amont lorsqu'un groupement propose l'émergence d'un projet agrivoltaïque sur le territoire. À cet égard, nous tenons à souligner que la répartition de la fraction de la composante de l'IFER va devenir un sujet central avec l'augmentation des surfaces et il faudra donc veiller à sa répartition équilibrée peut-être entre communes et EPCI. Et enfin, dernier point, je soulèverai les 2 points suivants: la relation entre la qualification d'agrivoltaïsme et le statut d'actif agricole et l'encadrement de la transmission des parcelles qui sont placées en agrivoltaïsme. Le détournement du statut d'actif agricole, notamment via le travail à façon, est un cas de figure qui ne peut être négligé et qui pourra être amené à se manifester dans le cadre de projets d'agrivoltaïsme. La tentation de l'agricapitalisme étant réelle, ce que l'on observe déjà dans certaines filières. Il est également impératif de réfléchir aux modalités de transmission dans le cas de l'exploitant fermier ainsi que dans le cadre de l'exploitant propriétaire. Le repreneur, qu'il soit en pleine propriété ou en fermage, doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages que l'exploitant actif au moment de la mise en place des installations agrivoltaïques.
Nous formulons donc les propositions suivantes: de subordonner la qualification d'agrivoltaïsme à celle d'agriculteur actif et encadrer la transmission des parcelles en agrivoltaïsme, notamment en prévoyant les conditions du départ à la retraite ou de cessation d'activité de l'exploitant dans le contrat initial. Ce sont des garanties indispensables pour nous pour éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie de ces parcelles. Notre principale ligne directrice est d'éviter à tout prix que notre autonomie alimentaire et notre autonomie énergétique n'entrent en conflit. Il ne faut pas que l'une s'efface au profit de l'autre. Définir, tel que c'est prévu dans le texte, la méthodologie définissant la production agricole est significative et le revenu durable en étant issu définir ceci par décret revient tout simplement à faire un chèque en blanc et à hypothéquer plusieurs dispositions du présent texte. En janvier dernier, le groupe socialiste, écologiste et républicain s'était abstenu lors de l'examen de la PPR en séance publique, estimant que le sujet du développement de l'agrivoltaïsme nécessitait de mettre en place des garde-fous afin de prévenir toute dérive irréversible sur le modèle agricole pour ne pas favoriser l'émergence d'énergiculteurs. Nous avions néanmoins souligné être disposés à accompagner le développement de l'agrivoltaïsme dès lors qu'il s'agit bien de techniques ayant tout d'abord pour but d'améliorer la production agricole et non de l'utiliser comme un alibi au profit d'une production plus rentable. Nous restons donc vigilants quant aux dérives possibles et la suite qui sera donnée à nos amendements déterminera le vote du groupe socialiste, écologiste et républicain sur cette PPL. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'agrivoltaïsme interroge la multifonctionnalité de l'agriculture et la vocation des agriculteurs à fournir à la société des biens autres qu'alimentaires. Cette pratique est au cœur de problématiques multiples, énergétiques certes, mais aussi et surtout celle essentielle du revenu des agriculteurs et de la préservation du foncier agricole. En ce sens, nous avions voté la proposition de résolution portant sur ce sujet, car il n'existe pas aujourd'hui de définition précise de l'agrivoltaïsme. Et ce manque de définition s'accompagne de dérives, de conflits d'usage auxquels il faut impérativement apporter une réponse. En effet, lorsque 18% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté et qu'un tiers seulement de leurs revenus est issu de l'agriculture, l'énergie solaire prend des airs de nouvelles hors vert pour les agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur activité. C'est pourquoi il est impératif de réaffirmer la vocation nourricière des terres agricoles et la priorité de la production alimentaire sur la production énergétique. Et cela est vrai pour le développement de toute forme d'énergie, photovoltaïque, méthanisation ou autre. Comme le rappelait mon collègue Gérard Lahellec, qui a été membre de la mission d'information sur la méthanisation, nous assistons aujourd'hui à une guerre entre éleveurs laitiers et méthaniseurs. Alors que les premiers peinent à nourrir leurs troupeaux et à obtenir un prix rémunérateur pour leur production et leur lait, les seconds sont incités à accélérer leur investissement pour produire davantage de gaz vert. Et avec la crise énergétique que nous traversons, le débat s'exacerbe autour des objectifs de production de biogaz. Et nous devons sans cesse poser cette question fondamentale. Quelle agriculture voulons-nous? Et quel écueil devons-nous éviter afin d'empêcher que notre agriculture ne réponde qu'à des objectifs purement industriels, souvent plus rémunérateurs que l'objectif premier, qui est et doit rester l'alimentation. En ce sens, la question du revenu paysan ne se résoudra pas par la multiplication des revenus complémentaires, voire de substitution. Ceci étant dit, nous saluons le travail des auteurs de la proposition de loi et de monsieur le rapporteur. En effet, l'agrivoltaïsme peut être un outil agricole ayant pour but premier de protéger les cultures, par exemple des températures extérieures trop fraîches ou trop élevées, ou de la grêle, ou encore permettant de réduire la consommation d'eau. Il n'en demeure pas moins qu'il faut veiller à ne pas engendrer des conflits d'usage de la terre et une concurrence entre production alimentaire et production non alimentaire. Tout comme il faut veiller à ne pas voir se développer des projets alibis, c'est-à-dire des projets qui n'auraient d'agrivoltaïque que le nom. En ce sens, le texte dont nous débattons cet après-midi a le mérite de proposer une définition et un encadrement légal de cette pratique. Et cette définition rappelle que les installations agrivoltaïques doivent permettre de maintenir ou de développer l'activité agricole en gardant la priorité donnée
à la production alimentaire et en veillant à l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles. De même, la notion de réversibilité proposée par l'ADEME a été introduite dans le texte en commission. De plus, il renforce la participation et l'information des élus locaux, ce qui permet plus de cohérence et d'appropriation des projets agrivoltaïques. Certes, il y aura des améliorations à apporter pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'effet d'aubaine, et nous pensons que le débat que nous aurons cet après-midi dans le cadre de l'espace réservé du groupe du groupe indépendant, je m'en excuse, saura enrichir les débats à venir sur le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, énergie-climat, que nous aurons très bientôt. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Pierre Moga pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, chers collègues, je tiens d'abord à saluer l'auteur de cette proposition et le travail effectué par le rapporteur. Ces amendements ont largement contribué à rapprocher le texte de la proposition de résolution sur le développement de l'agrivoltaïsme que Jean-François Longeot et moi-même avions déposé et que vous avez voté, ou en tout cas examiné et voté en février dernier. Il nous semble important que la définition donnée à l'agrivoltaïsme soit une définition équilibrée, protégeant la vocation agricole des surfaces concernées, mais ne brisant pas pour autant la dynamique en matière de développement agrivoltaïque. La diminution des terres arables est continue dans notre pays depuis le milieu des années 50. Notre agriculture connaît des difficultés nouvelles qu'il nous faut solutionner. La souveraineté alimentaire ne doit donc pas être tronquée contre la souveraineté énergétique. Malgré quelques différences de forme sur ce texte qui font l'objet d'amendements de la part de notre groupe, nous sommes très majoritairement satisfaits de l'équilibre trouvé. Il permet de garantir plusieurs principes qui nous semblent primordiaux. La symbiose de l'activité agricole et les agriculteurs. Le texte s'inscrit dans une logique dont nous nous réjouissons. La garantie du caractère démontable des installations. L'agrivoltaïsme ne doit pas être une artificialisation déguisée des sols. Enfin, l'apport de services agronomiques ou écologiques aux surfaces sur lesquelles l'agrivoltaïsme est implanté. Ce prérequis nous semble tout à fait justifié dans la mesure où l'agrivoltaïsme ne peut se résumer à un photovoltaïque classique qui viendrait uniquement se superposer aux cultures sans prendre en compte leurs spécificités. Nous maintenons, malgré notre soutien à cette proposition de loi, que l'installation de photovoltaïque doit se faire en priorité sur les surfaces déjà urbanisées et artificialisées. Cet argument est d'autant plus valable que d'ici quelques jours, notre Assemblée aura étudié un projet de loi portant sur l'accélération des énergies renouvelables qui prévoit l'équipement obligatoire des parkings. L'équipement massif de zones déjà artificialisées doit nous conduire à une sélectivité accrue des projets d'équipement sur les zones non artificialisées, comme c'est le cas sur les surfaces agricoles. Néanmoins, quelques points pourraient mériter notre attention dans le cadre de l'examen de ce texte. Je pense notamment au cas particulier des communes montagnes. 5 000 communes sont concernées par les dispositions particulières, notamment en matière d'urbanisme. Nous souhaiterions élargir l'agrivoltaïsme aux communes situées en loi montagne qui peuvent, pour certaines d'entre elles, présenter des profils favorables pour l'installation de telles activités. Le soutien public financier apporté au projet via la procédure de guichet ouvert, tel que rédigé dans le texte, nous semble disproportionné. Il pourrait conduire
dans certaines conditions définies par cette proposition de loi, à soutenir des projets de taille importante, allant jusqu'à 6 MW, voire au-delà, alors que ces derniers pourraient être rentables dans des conditions de marché. Il nous semble inopportun de soutenir dans une trop large mesure de tels projets qui doivent trouver un équilibre économique par eux-mêmes et non, à mon sens, n'ont pas besoin d'argent public pour voir le jour. Enfin, plusieurs amendements de notre groupe visent à perfectionner ce texte, notamment sur le sujet du mécanisme de compensation agricole, dont les projets agrivoltaïques pourraient légitimement être soumis au même titre que le projet photovoltaïque classique. Nous formulons également des propositions concernant les provisions pour frais de démantèlement des installations et au suivi statistique des installations agrovoltaïques. De manière plus générale, ce texte, ayant trouvé un équilibre depuis la Commission, et dans la mesure où il garantit la protection des intérêts agricoles tout en permettant un développement d'un agrivoltaïsme respectueux de l'environnement, dans la mesure évidemment où certains de nos amendements auront aussi une issue favorable, notre groupe votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Henri Cabanel pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je souhaite tout d'abord remercier notre collègue Jean-Pierre Decool sur un sujet très important et qui nécessite un débat. Nous voici réunis pour étudier les contours de l'agrivoltaïsme en sachant qu'une définition a été rendue par l'ADEME il y a seulement quelques mois via un rapport qui a été étudié une multitude d'installations. Cela signifie que des installations ont eu des autorisations sans aucun cadre et ensuite on rétropédale pour essayer d'y voir plus clair. N'aurait-il pas été plus logique d'analyser les enjeux, d'établir un diagnostic des risques et de mettre autour d'une table l'ensemble des parties prenantes et de lancer les projets? Sauf que les entreprises ont toujours une longueur d'avance en stratégie et elles savent flairer les opportunités économiques. Quels sont les enjeux? D'abord, j'espère que nous sommes tous d'accord, préserver les terres agricoles pour les dédier à une vocation strictement agricole et pérenniser ainsi notre indépendance alimentaire. Enfin, répondre à l'objectif ambitieux d'atteindre 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030 en France. C'est précisément cet objectif qui a généré un engouement des sociétés d'énergie pour notre foncier agricole. Une opportunité qui coûte peu, mais qui engendre un risque, que soit dévoyer l'activité agricole, alors il faut des garde-fous. L'ADEME émet un enjeu fort, le service aux agriculteurs. L'agrivoltaïsme recouvre une notion de synergie entre production agricole et production photovoltaïque sur une même surface de parcelle. L'installation photovoltaïque doit ainsi apporter un service en réponse à une problématique agricole. Je suis allé visiter une installation photovoltaïque sur une exploitation viticole dans le Vaucluse et j'ai bien compris le service rendu, notamment celui de la protection contre la grêle avec des filets intégrés au panneau, mais aussi une fonction d'ombrière et de lutte contre le gel. Je pense donc qu'il faut que les services restent la condition sine qua non à une installation agrivoltaïque. Cela sous-entend bien évidemment une activité agricole, non pas significative comme l'indique la proposition de loi, mais largement majoritaire. Je suis d'ailleurs favorable à une superficie qui pourrait être définie par décret. Car le risque est grand de voir les agriculteurs dépossédés de leur autonomie sur leur exploitation. En effet, certains projets sont financés par des porteurs de financiers, peu de paysans pouvant financer eux-mêmes ces installations très onéreuses. C'est pourquoi je porte un amendement qui vise à écarter de l'agrivoltaïsme toute installation qui ne permet pas de garantir un partage équitable de la valeur générée par la production énergétique entre l'exploitant agricole et les autres acteurs du projet. En effet, le seul service offert à l'agriculture ne peut suffire face à une terre que l'on offre à la société d'énergie. Ce n'est pas équitable. Mais il faudra veiller à encadrer les loyers pour éviter la spéculation sur le prix du foncier. La proposition d'un moratoire sur l'agrivoltaïsme ne me paraît pourtant pas la bonne solution. Car comment empêcher les agriculteurs d'aller dans cette voie alors que d'autres s'y sont déjà engouffrés? Cela ne serait pas juste. Ces amendements que nous allons porter ont pour objectif de sécuriser les agriculteurs, en insistant sur la notion d'activité agricole majoritaire. La production d'électricité ne doit pas être qu'une activité secondaire.
L'agrivoltaïsme ne doit pas non plus faire de l'ombre, c'est un jeu de mots, au photovoltaïsme sur les toits et sur les friches. Nous sommes encore loin des objectifs fixés et il devrait y avoir une doctrine commune entre les ABF, les SDIS, les DDT, les DREAL pour soutenir ces installations et pour arrêter les interprétations de textes. Une fois montés, les projets doivent rester dans les objectifs cités. Nous sommes donc favorables à des autorisations données par les CDPENAF. C'est le but de mon amendement. Les installations ne seront pas considérées agrivoltaïques quand elles ne seront pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles. Cette appréciation sera menée bien sûr par les CDPENAF. Il a pour objectif de prévenir l'accaparement du foncier agricole. Autorisation encadrée, mais aussi nécessité de contrôle par les services de l'État. Avec quels moyens? Sur l'existence et le maintien des services agricoles. En tant que seul cabinet parlementaire certifié en RSE, je terminerai en indiquant qu'AVNOR Certification a lancé le label Projet agrivoltaïque. Une certification témoigne de sincérité et d'exemplarité de l'ensemble des parties prenantes engagées dans cette voie qui, rappelons-le, se veut durable. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, chère Sophie Primas, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Remercions Jean-Pierre Decool de sa proposition de loi qui rappelle d'abord toute la responsabilité des parlementaires. Sa conviction est unanimement partagée dans cet hémicycle, qu'il en soit remercié, et qui fait progresser d'une façon utile le débat sur les énergies renouvelables dans notre pays, sous un aspect qui, grâce à ce texte de loi, va sortir à la fois de l'anecdotique et de l'ambiguïté. Le monde rural soutient très largement et porte largement aussi sa responsabilité dans le développement des énergies renouvelables dans notre pays. La biomasse bois, la biomasse méthanisée, l'hydraulique à travers l'hydroélectricité et naturellement à cet instant les éoliennes, car ma chère collègue Patricia Schillinger, je ne crois pas que les métropoles acceptent beaucoup d'éoliennes et que votre région d'ailleurs à forte densité de population, ce que je comprends parfaitement, accepte tout autant des éoliennes. Je le rappelle simplement pour dire que cette proposition de loi a l'immense mérite de sortir de l'anecdotique et de l'équivoque. L'anecdote, c'est quoi? C'est que l'agrivoltaïsme embrasse un champ de mégawatts, puisqu'il s'agit de produire l'électricité, qui est aujourd'hui extraordinairement ouvert. Je ne vais pas débattre de la politique énergétique de la France. Cela a été fait dans ce même hémicycle la semaine dernière, et en effet, vous avez rappelé la présence de Madame Borne et du ministre Lescure. Mais nous avons quand même à se poser la question de savoir: s'agit-il de quelques milliers d'hectares ou quelques dizaines de milliers d'hectares? La conséquence est très simple. Si on prend les chiffres du syndicat des énergies renouvelables ou de l'association France Agrivoltaïsme, nous avons jusqu'à 80 000 hectares qui pourraient être concernés. Ça veut dire en moyenne 2 à 3 hectares par commune. C'est quand même significatif parce que ça marque et ça impacte le paysage. Et donc, le premier élément, puisque l'on sort de l'anecdotique, puisque l'on évoque un sujet qui concerne des milliers de communes françaises, le débat va nous éclairer sur les conditions d'autorisation au regard de l'urbanisme. Les panneaux seront considérés comme nécessaires à l'exploitation agricole. Il faut en avoir la certitude et il faut se battre pour cela, car vous savez qu'il y a une restriction très forte, y compris du Conseil d'État, sur la nature même de ces bâtiments. Le deuxième aspect, c'est en effet, et cela a été évoqué, la coexistence pacifique et fructueuse entre des activités qui sont effectivement agricoles et des activités de soutien dont la vocation est essentiellement de produire de l'électricité sur un terrain agricole sans compromettre pour autant la vocation agricole de ce terrain. Et là, monsieur le rapporteur, vous avez fait un excellent travail pour clarifier, pour entrer dans la précision
Mais nous avons trop d'expérience, nous, parlementaires, qu'on n'arrive jamais à régler exactement toutes les situations. C'est la raison pour laquelle ce que vous proposez, la responsabilité appartiendra aux maires. Quand je dis qu'on sort de l'anecdote, ça veut dire que des milliers de maires vont être concernés par des dizaines de milliers d'habitants qui auront tous un avis, et rarement ceux qui s'expriment un avis compréhensif et positif, sur la perspective d'avoir comme voisinage 1, 2 ou 3 hectares de panneaux photovoltaïques. Il faudra donc expliquer et avoir une procédure qui soit évidemment respectueuse des textes actuels. Je crois que le recours à la CDPENAF est un bon élément. Il s'agit d'un avis pour éclairer. La responsabilité appartient au maire. Le groupe Les Républicains va voter ce texte parce qu'il permet d'avancer. Le texte ne réglera pas tout. Il y a la coexistence de l'électrique et de l'agricole. Il y a évidemment l'attitude, le droit du paysan et la transmission de ce droit. Il est évident qu'une terre qui sera équipée sera plus coûteuse et plus difficile d'accès pour le successeur. Mais retenons une idée, puisque le monde rural participe au développement des activités d'énergie renouvelable, entre l'allocation du sol, 2000, 3000 hectares, et euros à l'hectare, et l'IFER, tourné vers les collectivités locales communales pour l'essentiel, entre 1600 à 2000 euros de l'hectare, nous avons une magnifique opération de redistribution où la consommation métropolitaine honorera par ses contributions le développement et le pouvoir d'achat dans nos territoires ruraux. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons ce texte qui ouvre un débat qui ne sera pas tranché en totalité. Merci, chers collègues. La parole est à Pierre Médevielle pour le groupe Les Indépendants pour 4 minutes. Salut Pierre, ça va? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis quelques mois, la crise ukrainienne nous rappelle l'urgence de plus en plus brûlante de notre indépendance énergétique. Désormais, au pied du mur, nous avons tout intérêt à dégager des solutions positives et constructives de situations précaires en intensifiant la mise en place de solutions énergétiques durables et bas carbone pour le long terme. Les solutions photovoltaïques s'inscrivent dans cette évolution. Parmi elles, l'agrivoltaïsme apparaît comme un domaine prometteur qu'il serait regrettable de ne pas exploiter, ceci pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'agrivoltaïsme permet la production d'électricité sur des terres déjà cultivées et qu'il autorise avec donc l'amélioration de notre mix énergétique sans devoir consommer de surface supplémentaire. La lutte contre l'artificialisation des sols oblige à des solutions innovantes. Ensuite, parce que de nombreuses études montrent le bénéfice direct de l'agrivoltaïsme pour la biodiversité et les cultures, grâce aux effets dus aux ombrières et à la limitation d'évaporation d'eau qui améliorent nettement certains rendements. Enfin, et à condition de veiller au maintien de la PAC, aux garanties de rachat de l'électricité sur ces parcelles, ce dispositif est capable de générer des revenus complémentaires pour les agriculteurs qui en ont grand besoin. Les disparités climatiques et topographiques de notre pays sont bien sûr nombreuses et source de situations économiques agricoles très diverses en fonction des secteurs. Il en va de même pour les disparités des aides PAC en fonction des zonages. Mais quelle que soit la zone concernée, le développement de l'agrivoltaïsme fait naître de réels espoirs et des attentes, particulièrement dans les territoires situés au sud de la Loire, zone trop souvent oubliée au moment de la distribution de certaines enveloppes. Lors de nos travaux précédents, nous avons mis le doigt sur des problématiques essentielles au développement de l'agrivoltaïsme. En outre, les questions du maintien de la PAC, des autorisations administratives, des contrats de rachat ou encore de la fiscalité appliquée. Ce texte a vocation à y répondre. En abordant l'étude de cette PPL, nous souhaitons rester fidèles à l'esprit du projet de loi de Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher sur l'accélération des énergies renouvelables, plus particulièrement à son titre premier,
qui propose des mesures transitoires de facilitation et de simplification des procédures d'études des projets nécessaires à notre transition énergétique. On nous propose pour une fois de desserrer l'étau des contraintes légales et réglementaires. N'ayons pas peur de cette liberté. Évitons les complexifications à outrance et l'inflation d'amendements qui, en visant une exhaustivité impossible, aurait pour conséquence de nous éloigner du cœur des problèmes et donc de la solution. Il ne s'agit pas de légiférer à la va-vite, ni d'inonder les territoires de panneaux. Il s'agit de rester vigilant et pragmatique quant à l'encadrement de la définition de l'agrivoltaïsme et de la pertinence des projets concernés, en travaillant en grande proximité avec les autorités locales, comme l'a rappelé Gérard Longuet, avec les maires, avec la DDT et avec les chambres d'agriculture. Je tiens à remercier tous ceux qui ont enrichi ces travaux de leur participation et de leur réflexion, en particulier les co-auteurs de la proposition de résolution, de la proposition de loi, le groupe Les Indépendants, notre excellent rapporteur et les services de la Commission des affaires économiques. Souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, c'est le double bénéfice de ce que nous voyons dans cette proposition de loi, dont notre groupe est fier de se faire le porte-voix. Merci, chers collègues. La parole est à Daniel Salmon pour le groupe Écologiste Solidarité Territoire pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le réchauffement climatique, les crises énergétiques, sociales et bien sûr géopolitiques nous obligent à accélérer le déploiement des renouvelables et bien sûr du photovoltaïque. Nous privilégions sans ambiguïté le photovoltaïque sur toiture et sur terre déjà artificialisées. Néanmoins, les études prospectives nous indiquent clairement que nous n'atteindrons pas les objectifs de la PPE sans photovoltaïque au sol. Dans ce cadre, l'agrivoltaïsme semble pertinent pour concilier développement des énergies renouvelables et production agricole. Ceci, bien sûr, à condition qu'il recouvre un certain nombre de critères auxquels il ne pourra déroger. À l'heure où les projets se développent à grande vitesse, dans les territoires, il devient urgent de mettre en place un cadre précis, une stratégie lisible pour les acteurs concernés, et accompagner ainsi un déploiement régulé d'un agrivoltaïsme vertueux. C'est pourquoi nous saluons l'objectif de la proposition de loi qui est de poser un cadre juridique et budgétaire à l'agrivoltaïsme. Comme plusieurs de mes collègues l'ont souligné, il y a quelques points majeurs sur lesquels nous devons être particulièrement vigilants et sur lesquels nous ne pouvons transiger afin de cadrer au mieux cette filière naissante. Le premier point de vigilance concerne d'abord le risque de spéculation foncière et en corollaire, les problèmes de succession, de transmission qui peuvent en découler. Ceci dans un contexte de doublement du prix des terres agricoles en 20 ans et dans une décennie où le renouvellement des générations agricoles s'impose comme un défi majeur. Deuxième point de vigilance. Nous devons également veiller, cela a été dit, à ne pas engendrer des conflits d'usage de la terre et laisser s'installer une concurrence qui pourrait être déloyale entre production alimentaire et production non alimentaire. L'agrivoltaïsme doit être un facteur améliorant sur la production agricole principale, en synergie avec une production énergétique qui doit rester secondaire. En parallèle, le maintien ou l'amélioration des revenus agricoles doit être assuré. De plus, il nous faut veiller à ce que ces installations respectent scrupuleusement les normes sur le plan de l'urbanisme, du patrimoine et des paysages. L'avis conforme de la CDPENAF nous semble en ce sens là aussi indispensable. Et il apparaît comme l'outil stratégique qui saura ajuster les projets en fonction des réalités des territoires et des besoins des agriculteurs. Le risque enfin d'artificialisation des terres. Les ancrages béton, clôtures, lignes électriques enterrées et voies d'accès peuvent affecter les sols, perturber la faune et la flore. Il faut investir dans des installations matériellement réversibles et nous saluons l'ajout du rapporteur sur ce point. Toute implantation a forcément des impacts, il s'agit ici donc bien sûr de les limiter. Pour répondre à ces problématiques, apporter une définition claire de l'agrivoltaïsme est donc un préalable fondamental. Cette définition doit fournir toutes les garanties nécessaires
à la protection de la biodiversité, au maintien de la vocation nourricière des terres et des services écosystémiques des sols. Il convient en ce sens de distinguer le photovoltaïque au sol et l'agrivoltaïsme. Quand le premier a pour unique vocation la production d'énergie et peut contribuer à l'artificialisation des sols, le second devrait, selon la définition qui serait actée dans le Code de l'énergie, apporter un service à une problématique agricole et, in fine, contribuer à une certaine résilience par rapport au changement climatique, à l'heure où les agriculteurs sont les premiers touchés. Si la définition proposée par le rapporteur nous paraît aller globalement dans le bon sens, nous proposerons un amendement pour renforcer encore davantage les garde-fous, notamment sur le revenu agricole et sur la transmission des parcelles, la succession, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous semblant un enjeu fondamental. Ce texte a le mérite de poser un cadre juridique et une orientation stratégique. Notre vote dépendra toutefois de l'adoption ou non d'un certain nombre de dispositions qui nous paraissent primordiales. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en peu de temps, le sujet de l'agrivoltaïsme s'est imposé dans nos débats. D'abord avec une proposition de résolution votée en janvier dernier, puis par une mission d'information à l'Assemblée nationale et aujourd'hui avec cette proposition de loi que nous allons examiner. L'agrivoltaïsme suscite autant d'engouement qu'il ne divise, et à raison, puisque ce sujet se situe au cœur de 2 enjeux majeurs, celui de la souveraineté alimentaire et celui de la souveraineté énergétique. La question est donc de savoir concilier les deux, de trouver un point d'équilibre qui permette l'encadrement et le développement sans pour autant faire perdre aux terres agricoles leur fonction première, nourrir. Le débat se pose ainsi et vous partagez ce préambule, monsieur le ministre. L'agrivoltaïsme répond à 2 objectifs: apporter un complément de revenus à nos agriculteurs et permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs en matière de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque d'ici à 2028. Ces objectifs sont compris entre 35,1 gigawatts et 44. Toutefois, à la fin du 3e trimestre 2021, notre pays ne compte que 12,3 gigawatts d'installations photovoltaïques. On estime de 33 000 à 44 000 hectares d'installations photovoltaïques nécessaires afin de réaliser les objectifs de notre programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous sommes donc en retard et les terres agricoles offrent effectivement une option supplémentaire qu'il nous faut considérer. Il faut pour autant savoir raison garder. Rapporter à la totalité de la surface agricole utile, la couverture nécessaire en photovoltaïque ne correspondrait au maximum qu'entre 0,06 et 0,1% de la surface agricole utile. Répondre à ces objectifs énergétiques est une priorité au moment où notre pays fait face à une crise énergétique majeure. Mais cela ne doit pas se faire de façon anarchique. Pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, le journal The Guardian révélait que le gouvernement britannique s'interrogeait sur la nécessité de durcir les modalités d'installation des panneaux solaires sur les terres agricoles. Il faut donc à la fois garantir que les installations n'impactent pas la production agricole, mais aussi garantir un encadrement afin de ne pas voir les prix des terres agricoles s'envoler et ainsi pénaliser les jeunes agriculteurs. C'est un vrai sujet d'inquiétude dans les territoires. Je souhaite ici saluer le travail de la Commission des affaires économiques avec 2 amendements qui permettent d'encadrer davantage l'agrivoltaïsme en adoptant notamment une définition proche de celle de l'ADEME. Cette définition intègre entre autres l'obligation de réversibilité des installations et obligation de fournir au moins un service à l'environnement. En vertu de cette définition, la notion d'activité agricole principale devra pouvoir être appréciée au regard de l'emprise au sol, de la production ou du revenu. La Commission a également renforcé le pouvoir des élus en supprimant l'autorisation de principe d'installation des projets agrivoltaïques et en renforçant la territorialisation des projets, notamment via l'information préalable des élus locaux pour tout projet d'installation agrivoltaïque. Ces modifications vont dans le bon sens. L'examen de cette proposition de loi s'inscrit dans un calendrier très particulier, puisque nous examinons dès la semaine prochaine en commission et le 3 novembre en séance publique le très attendu projet de loi portant accélération des énergies renouvelables. Absente pour l'heure du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, le Sénat
réintroduira selon toute vraisemblance ce sujet sous forme d'un article additionnel. Cette proposition de loi nous donne donc l'opportunité de mener un travail de réflexion préalable et de poser les bases d'une définition de l'agrivoltaïsme et d'un encadrement juridique pérenne. Ainsi, je souhaite que nous puissions profiter de ces échanges pour trouver un consensus et un équilibre acceptable afin de permettre un développement contrôlé et ordonné de l'agrivoltaïsme, l'agrivoltaïsme ne pouvant se concevoir sans un consentement des agriculteurs et en particulier des jeunes agriculteurs. Je serai particulièrement vigilant sur ce point. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, on a quelques petits soucis de copie des liasses d'amendements, mais si vous en êtes d'accord, on peut quand même commencer l'examen ou vous souhaitez qu'on attende que ça soit distribué? On peut commencer? C'est en train d'arriver, Donc, la discussion générale est donc close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Et nous commençons par l'amendement, un article additionnel avant l'article unique.